Toujours un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du débrief sur Médian. Merci de nous rester fidèles. Face à la montée de la menace terroriste à travers le monde et plus particulièrement sur le continent africain, il urge à côté des mesures de lutte contre le terrorisme de travailler sur les causes mêmes de ce fléau. C'est à cet effet que la jeunesse constitue un maillon essentiel dans la consolidation de la paix et de la sécurité. Comment faire des jeunes des acteurs de paix pour la prévention de l'extrémisme violent? Quelle place de ces jeunes dans la lutte contre le terrorisme? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, fin octobre 2022, le comité du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme a adopté un document engageant les États membres dans la lutte contre le terrorisme. Ce document non contraignant, appelé la déclaration de New Delhi, vise à prévenir et à combattre les formes numériques de terrorisme qui utilisent notamment des drones, des médias sociaux et le financement du terrorisme en ligne. À cela s'ajoute l'adoption à la fin de l'année 2022 d'une déclaration présidentielle sur la lutte contre le terrorisme, un ensemble de mesures diplomatiques. Quelle place de la diplomatie dans la lutte contre le terrorisme? Quelle contribution de la coopération continentale et sous-régionale? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau pour en parler avec nos invités, Fatou Fall, vous êtes analyste défense et sécurité. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Bonjour Daouda, c'est toujours un plaisir pour moi d'être là sur le plateau de Média TV. Merci beaucoup. Un plaisir toujours partagé. Merci également à Dr Latir Tine, chercheur en paix et sécurité. Merci également d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Et Monsieur Tine, selon vous déjà, quel rôle des jeunes dans cette prévention de l'extrémisme violent? Bon, pour moi déjà, il faut faire la genèse un peu de l'extrémisme violent en Afrique. Parce que l'extrémisme violent tel qu'on le conçoit en Afrique est très différent de la manière dont on le conçoit en Europe ou en Occident. Tout d'abord, tout est venu donc, du Maghreb avec des groupes qui étaient là-bas donc, durant la guerre de l'Algérie et qui sont descendus un peu donc, vers le Sahel. Donc tout est parti de la groupe pour le combat et la prédication de l'islam qui est finalement devenu Al-Qaïda du Maghreb islamique qui s'est implanté au milieu des années 2005 donc, au nord du Mali et qui s'est propagé. Et après il y a eu la création d'autres groupes comme l'Al-Sandine et le Moudjahou à côté du MNLA qui se sont créés après. Maintenant, la jeunesse telle que nous le savons déjà constitue disons 65% donc des terroristes et c'est exclusivement les jeunes qui s'adonnent à des activités terroristes telles que aller jusqu'à l'acte terroriste. Ça veut dire que se faire exploser, c'est la plupart du temps les jeunes qui sont responsables de cela. Et nous sommes dans une région où plus de 50% de la population a moins de 15 ans et plus de 75% de la population a moins de 35 ans. Donc c'est un bon retardement que constitue la jeunesse et qui, s'il n'est pas pris en compte dans la lutte contre l'extrémisme violent, donc pourra être fatal au pays. Et quelle contribution de cette jeunesse-là, en tout cas dans cette lutte, surtout dans cette prévention de l'extrémisme violent? Au fait, j'aime prévention. J'aime pas la lutte contre l'extrémisme violent. Parce que la lutte contre l'extrémisme violent, c'est quoi? La lutte consiste à éliminer des terroristes, purement et simplement, à regagner des terrains qui ont été perdus par les armées. C'est à ces termes, ou bien à des localités qui ont été perdues par les armées. C'est en ces termes-là qu'on mesure la lutte contre l'extrémisme violent. Mais dans la prévention, c'est autre chose. Ce n'est pas avec des kalachnikovs qu'on prévient le terrorisme. C'est avec des armes qu'on lutte contre le terrorisme. Mais pour la prévention, ce n'est pas avec des armes. Et je pense que la jeunesse a un rôle très important à jouer dans la lutte contre l'extrémisme violent, dans la mesure où c'est la masse qui est la plus exposée donc, à ces terroristes-là. Donc dans la mesure où c'est des jeunes qui sont recrutés par des mouvements djihadistes et qui s'attendent à des activités terroristes. Donc je pense que puisqu'ils sont au centre même de ces groupes terroristes, je pense qu'ils devaient être donc, au devant de la scène dans la lutte contre l'extrémisme violent. Malheureusement en Afrique, parfois même ils ne sont pas pris en compte dans la lutte contre l'extrémisme violent. Donc pour moi, la participation des jeunes, donc il faut une lutte inclusive et participative. Participative dans le sens où les jeunes doivent être inclus dans la lutte, aussi bien dans la prévention que dans la lutte. Maintenant, puisque c'est une masse, comme je l'ai dit tantôt, très critique, et il va falloir maintenant que les États, dans les instances de prise de décision, mettent les jeunes au devant de la scène quand il s'agit de lutte contre l'extrémisme violent.
Maintenant, peut-être je vais revenir plus tard sur tout à fait, nous y reviendrons plus globalement tout à l'heure. Et Fatou, il y a tout à l'heure Dr Tine qui a fait une certaine genèse aujourd'hui de cet extrémisme-là, d'où est-ce qu'elle est partie jusqu'à intégrer aujourd'hui ce continent africain à travers la zone Sahel. Mais on constate aussi que de plus en plus sur le continent africain, les États, les organisations aujourd'hui internationales, la société civile entre autres, multiplient aujourd'hui les efforts pour mieux faire face ou bien pour mieux en tout cas prévenir cet extrémisme violent-là, comme le recommande le secrétaire général des Nations Unies dans son plan d'action adopté en 2015. Aujourd'hui, quel impact de la prévention même de cet extrémisme violent? C'est-à-dire pour éviter d'en arriver, puisqu'il a rappelé tout à l'heure aujourd'hui pourquoi il préférait prévention à lutte, parce que quand il s'agit de lutte, la chose est déjà installée. Mais aujourd'hui, quel impact de cette prévention-là pour éviter d'en arriver à cette menace terroriste ou à des attaques terroristes? Alors, lorsqu'on parle de prévention de l'extrémisme violent, il faudrait faire appel aux facteurs, aux causes profondes de ce qu'on appelle la radicalisation. Parce qu'il faut le dire, sur tout le continent africain, nous rencontrons des facteurs de radicalisation communs au niveau des États. Et pour ce faire, il faudrait tout simplement faire appel à certaines causes telles que la désaffection des jeunes vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la nation, vis-à-vis de la patrie, l'exclusion sociale, la marginalisation socio-professionnelle. Il y a autant de paramètres qui entrent en jeu et sur lesquels aussi bien les États, les organisations, la société civile devraient jouer. Et c'est dans ce contexte que par rapport aux dividendes démographiques en Afrique, on dit que les jeunes représentent la majeure partie de la population. Et pour ce faire, comme l'a tantôt rappelé Dr Tine, les jeunes devraient être impliqués dans toutes les sphères de décision. Mais les jeunes aussi, pour moi, doivent être sensibilisés davantage. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous voyons certaines organisations de jeunes qui existent à travers l'Afrique. Vous prenez le cas de l'Afrique de l'Est où vous avez Legacy of Prevention qui s'active surtout dans une sorte de réinsertion des femmes et des jeunes et des enfants, combattants et non combattants, qui ont fui des bastions qui ont été récupérés. Parce qu'il faut le dire, il y a des jeunes qui sont radicalisés, qui sont recrutés et tout, et il y a ceux qui ne le sont pas et qui fuient ces environnements et qui se retrouvent dans des situations socio-économiques très compliquées. Et c'est dans ce cadre que de plus en plus on remarque que les jeunes se forment, se constituent en organisation pour sensibiliser, délivrer des messages, mais aussi voir dans quelle mesure collaborer avec la société civile. Par rapport à l'exemple que vous venez de donner tout à l'heure au niveau de l'Afrique de l'Est, ils sont plus aujourd'hui dans la prévention. Autant pour moi, ils sont beaucoup plus dans la réinsertion. Mais déjà, vous avez rappelé tout à l'heure que les jeunes sur le continent africain constituent en tout cas la partie la plus grande aujourd'hui de ce continent-là. Comment donc faire d'eux des acteurs de paix, surtout face à cette situation-là, face à cet extrémisme qui ne cesse de gagner du terrain? Alors, pour être un acteur de paix, il faudrait déjà disposer d'une prise de conscience. Il faudrait, comme je l'ai dit tantôt, que les organisations qui évoluent dans cet environnement associent les jeunes pour qu'il y ait une plus grande prise de conscience de ces jeunes, avant que ceux-ci puissent savoir réellement quels sont les objectifs à atteindre, quels sont les risques et comment faire pour endiguer ce fléau. Par ailleurs, il faudrait aussi au niveau des États que les politiques et les stratégies qui sont déployées tiennent beaucoup plus compte des préoccupations des jeunes, des réalités sociales et professionnelles qui existent au niveau de nos États. Parce qu'il faut le dire, lorsque nous avons des États faibles, lorsque l'autorité de l'État n'existe plus sur certaines portions du territoire, c'est justement dans ces contextes qu'il est beaucoup plus facile d'enrôler ces jeunes. Et lorsque dans ces parties, ces jeunes sont beaucoup plus avertis, ça permet de justement rentrer dans le cadre de la prévention et qui sait, peut-être que ces jeunes pourraient s'organiser dans ces parties reculées au niveau des territoires de sorte à éviter la radicalisation d'autres. Et c'est ce à quoi on assiste, surtout dans cette partie Sahel pour la plupart, ou dans certaines zones aujourd'hui, il y a une certaine présence de l'État qui n'est pas très ressentie dans certaines zones. Et dans ces localités-là, pour la plupart aujourd'hui, ce sont ces groupes terroristes ou bien ces groupes extrémistes qui se substituent à l'État et qui accompagnent les populations par rapport à leurs besoins les plus élémentaires. Et j'en viens à vous, Dr Tine. Vous êtes aussi chargé de programme
consolidation, paix et prévention des conflits à Gorée Institute. D'ailleurs, au niveau même de votre organisation Gorée Institute, vous avez initié un projet prévention de l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest. À quoi est-ce que cela constitue? Voilà, donc... consiste autant pour moi. À quoi est-ce que cela consiste? Avant de venir à votre question, je vais d'abord un peu revenir sur... compléter un peu donc ce que ma co-débattrice a dit. Je pense que si on regarde aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest, tout a commencé vers le Nord Mali. Le Nord Mali, c'est une zone dépourvue d'État, comme vous l'avez dit, où les panneaux d'État n'est pas présent. En fait, c'est pas pour rien que les zones qui sont dominées par les terroristes, c'est les zones périphériques, où l'État n'est pas présent, où les populations ne sentent pas vraiment donc, le besoin d'avoir un État. Donc, ils sentent le besoin, mais ils n'ont pas cet État-là qui doit prendre en compte leurs besoins les plus basiques. Donc si vous prenez le Nord Mali, au début c'était Tombouctou, Kidal et Gao. Donc c'est la région qui était un peu occupée par les terroristes dans les années 2012. Donc jusqu'à ce qu'ils fassent fond vers le sud. Aujourd'hui, donc ce n'est plus, il y a même le centre du Mali. Après, donc, c'est le bassin du lac Tchad qui est devenu l'épicentre. Le bassin du lac Tchad aussi, c'est une zone périphérique. Mais pour le cas du Nord Mali que vous êtes en train de donner, est-ce qu'également la fragilité de nos États n'a pas contribué à accélérer aujourd'hui cette avancée des groupes terroristes du Nord Mali vers même le centre du Mali? En fait, c'est ce qu'on appelle un no man's land. Et c'est comme la nature a horreur du vide. Donc, c'est des zones qui sont occupées par des groupes terroristes. En fait, nos États sont tellement vastes que la faiblesse de nos États fait que ne peuvent pas occuper la quasi-totalité donc, de notre pays. Donc ce qui fait qu'il reste des zones vides qui sont facilement occupables par ces groupes terroristes-là. Parce que je disais tantôt, c'est des zones périphériques la plupart du temps et ce n'est pas du hasard. Si vous regardez le Liptako-Gourmand, la zone des 3 frontières, si vous regardez le Nord Mali, si vous regardez aussi le bassin du lac Tchad, c'est tous des zones frontalières qui sont devenues à un certain moment l'épicentre de l'insécurité au Sahel. Donc ça veut dire qu'il y a un besoin nécessaire donc, de ces États-là de prendre en compte vraiment ces périphéries-là. Donc il y a eu cette politique-là qui a été menée par le Burkina, par le Mali bien sûr, au début ça n'a pas marché. Donc par le Burkina ça n'a pas marché parce qu'actuellement le terrorisme est en train de prendre un peu donc, de pousser vers donc, la zone littorale. Donc ça aussi... Et même sur ce point-là, on constate que cet épicentre aujourd'hui ne se limite plus dans le Sahel ou bien dans cette zone du Liptako-Gourmand, mais elle progresse de plus en plus vers le golfe de Guinée. Qu'en est-il également des mesures préventives aujourd'hui que ces pays également devraient mettre en place pour éviter cette situation, puisque dans la mesure où l'attaque ou bien les menaces, elles étaient là, elles étaient bien présentes et elles évoluent au fur et à mesure. Aujourd'hui, elles ont commencé à atteindre certains pays comme le Togo, le Bénin et autres. Aujourd'hui, qu'en est-il également de la prévention par rapport à ces pays-là aujourd'hui, réunis au sein de l'initiative d'Accra? En fait, quand le terrorisme a commencé en Afrique dans les années 2000, au début de 2000, on disait que non, ça c'est le Maghreb, ça va se limiter là-bas. Ça veut dire qu'en 2001-2002, on aurait pensé qu'en 2012, les terroristes allaient occuper le Mali. Et ce qui s'est passé au Mali, ils se sont dit que peut-être ça n'allait pas arriver dans certaines zones et pourtant c'est arrivé. Mais docteur, gouverner c'est également prévoir. On ne peut pas se dire que cette menace-là ne va pas arriver chez nous. Je veux dire que en fait, les États d'aujourd'hui du Golfe de Guinée doivent apprendre des erreurs des États du Sahel. Parce que quand les terroristes étaient en train de venir, ils pensaient que ça n'allait pas arriver. Pourtant c'est arrivé. C'est comme ce qu'on dit au Sénégal, ça ne va jamais arriver. C'est ce qu'on disait du Bénin, ce qu'on disait de la Côte d'Ivoire, ce qu'on disait du Burkina. Pourtant, c'est arrivé. Ça veut dire qu'il va falloir plus travailler sur la prévention. Et quand ils vont atteindre vraiment donc, la zone littorale, ça va faciliter plus donc, le manœuvre dans la mesure où, parce que le terrorisme aussi, ça s'associe avec les trafics de drogue, les trafics d'armes, les trafics de cigarettes et d'êtres humains. Donc ça s'associe aussi à ça. Donc quand ils vont atteindre la zone littorale, ça va être plus facile pour eux vraiment d'exploiter ces zones-là et de pouvoir faire beaucoup plus de dégâts. Donc c'est le moment actuellement. La CEDEAO est en train de parler de créer une force pour lutter contre l'extrémisme violent. Donc je pense que c'est le moment pour la CEDEAO de penser à comment éviter que cette force-là ne progresse vers les États du Sud. Et pour le cas du Sénégal que vous venez de donner tout à l'heure, c'est un pays aussi qui mise beaucoup dans la prévention. Dernièrement, il y a un poste de l'armée, en tout cas, qui a été un nouveau camp militaire qui a été inauguré à la frontière avec le Mali, ou à Goudiri plus particulièrement, dans le sud-est du pays. Et Fatou, ces groupes terroristes se fondent souvent également dans les masses que constituent aujourd'hui les populations et se nourrissent des fragilités déjà existantes. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Mais aujourd'hui, quelles conséquences aujourd'hui de ce caractère pernicieux et asymétrique de la menace, surtout au sein des communautés, puisque souvent on voit à la limite également causer beaucoup de conflits au niveau communautaire, que ce soit entre agriculteurs et éleveurs ou entre d'autres communautés ethniques et autres. Tout à fait. Alors, lorsqu'on parle d'extrémisme violent, on remarque que souvent
il existe des conflits locaux. Et j'aimerais aussi attirer l'attention sur une chose qu'on néglige, c'est la violence idéologique, justement qui gangrène nos communautés. Au-delà des conflits entre agriculteurs et éleveurs liés à des problèmes d'exploitation d'espace territorial et de ressources naturelles, il faudrait relever en matière d'extrémisme violent la violence idéologique qui est souvent utilisée pour atteindre des objectifs politiques, religieux, économiques et autres. Pourquoi je parle de violence idéologique? Parce que vous avez parlé du Sénégal et nous remarquons justement au niveau des réseaux sociaux, au niveau de la vie de tous les jours, qu'il y a des combats qui sont menés, mais qui sont menés de quelle manière? Il faut faire très attention parce que souvent, ce sont des masses de jeunes qui sont entraînés dans la défense ou dans la lutte pour certains combats, mais qui ne comprennent pas forcément tous les tenants et les aboutissants des combats qu'ils sont en train de mener. Je ne voulais pas rentrer dans ce cadre, mais je vais le faire. C'est la lutte, par exemple, contre l'homosexualité qui fait feu et flamme au niveau du Sénégal. D'accord. Il est vrai que par rapport à la Constitution, par rapport aux règles, par rapport aux lois qui régissent une société, cela doit tout simplement être conforme à la volonté du peuple, à la volonté de la société, voilà, à tout ce qui est us et coutume. Par rapport à ce que vous développez, Fatou, est-ce qu'il ne faudrait pas donc revoir même ce paradigme aujourd'hui de la radicalisation? Puisque souvent quand on parle de radicalisation ou bien même d'extrémisme violent, surtout les groupes terroristes, c'est beaucoup plus l'aspect religieux qui est mis en avant, même si l'on sait qu'aucune religion en tout cas ne promeut la violence. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir le paradigme même de la radicalisation? Parce que souvent quand vous regardez l'évaluation par rapport à la radicalisation, on utilise des indicateurs. Et souvent, les indicateurs dont nous disposons ici ne sont pas forcément les mêmes qu'en Europe. Par exemple, dans certains pays, on va vous dire le développement de la barbe est un indicateur de radicalisation, le port du voile est un indicateur de radicalisation. Et ce n'est pas forcément la même chose dans nos États, parce que nous avons nos cultures, nous avons nos réalités sociales qui sont là. Donc oui, revoir constamment les indicateurs de radicalisation, c'est très important parce que nous avons une société qui évolue, qui mute constamment face aux influences du monde technologique, face aux influences aussi des autres cultures. Parce qu'il faut le dire, ce sont des populations qui se brassent. Il y a le phénomène des migrations aussi qui crée d'autres réalités sociales qui ne sont pas forcément prises en compte dans le système de prévention. D'où la nécessité pour les États, pour moi, d'élaborer des plans d'action de prévention de l'extrémisme violent. Cela permettrait d'avoir une vision, déjà, d'avoir un plan directeur et que cela soit révisé constamment en fonction de l'évolution des réalités sociales. Et Dr Tine, par rapport au projet dont on parlait tout à l'heure, le projet de Gorée Institute sur prévention de l'extrémisme violent en Afrique, quelle est la place aujourd'hui accordée aux jeunes par rapport à ce programme-là? Au fait, pour le Gorée Institute, je pense que les jeunes occupent une place importante déjà dans la société et de ce fait, ils doivent occuper aussi une place importante dans la gestion des prises de décision. Donc, raison pour laquelle toutes les activités que nous menons au niveau du Gorée Institute, nous prenons la jeunesse comme vraiment élément important de ces activités-là. Il y a eu des activités qui sont exclusivement réservées à la jeunesse. Donc, ceci pour dire que le Gorée Institute a déjà cette idée à vouloir prendre en compte la jeunesse dans sa politique d'élaboration de projets. Nous travaillons dans le Sahel. Actuellement, nous intervenons dans 12 pays au Sahel, dont les pays qui sont concernés vraiment par la sécurité au Sahel. Et nous prenons la jeunesse comme vraiment un élément important dans ce phénomène-là. Récemment, nous avons tenu un forum des jeunes au Sahel, au Mali. Nous l'avons fait au Mali. Et l'idée a été comment est-ce que les jeunes pourront vraiment retrouver la place qu'ils méritent au sein des instances de prise de décision dans la lutte contre l'extrémisme violent. Parce que, pour rappel, il y a une résolution Jeunes, Paix et Sécurité au niveau des Nations Unies. C'est la résolution 2250 de 2015
qui donne à ces États-là, qui préconise à ces États-là de prendre en compte aussi la jeunesse dans la lutte contre l'extrémisme violent, comme dans la lutte contre toute forme d'insécurité. Mais dans nos États, surtout l'exemple du Sahel que vous venez de donner, est-ce que ces jeunes sont pris en compte? Est-ce que cette résolution, en tout cas, est très bien prise en compte, surtout pour ce qui est de la place que devraient occuper les jeunes dans la prévention de cet extrémisme violent? Je pense qu'il y a un proverbe wolof qui dit que bande su tooy ki mën a jubanti. Ça veut dire que je pense que focaliser sur la jeunesse permettrait de prévenir l'insécurité dans l'avenir, dans la mesure où, pour moi, les adultes, bon, je ne dirais pas un peu trop tard, mais c'est très difficile donc, de se focaliser sur les adultes. Je pense que travailler avec les jeunes serait un atout si on veut vraiment prévenir l'extrémisme violent ou bien toute forme d'insécurité dans l'avenir. J'ai tantôt l'habitude de dire que le crime tel qu'on se conçoit en Occident, donc, qui est une idéologie auquel donc, certaines personnes adhèrent pour faire des actes, c'est différent en Afrique. En Afrique, je pense que le problème, c'est un problème de développement. Le G5 Sahel a compris ça au début. Malheureusement, ça n'a pas marché. Ça veut dire que si on ne prend pas en compte le développement de ces zones-là dans la lutte contre l'extrémisme violent, on est parti tout faux. Je pense que la jeunesse a une place importante dans la lutte contre l'extrémisme violent, mais il va falloir que cette jeunesse-là, d'abord, soit assez outillée, assez capacitée pour vraiment s'asseoir sur la table des instances de décision, mais aussi soit apte à aussi pouvoir donc, participer dans cette lutte-là. Parce que ce qui se passe, c'est que les jeunes ont en quête d'une chance. Une chance, c'est-à-dire des opportunités. Ça veut dire que si vous vivez dans une zone où il n'y a aucune opportunité qui se présente à toi, donc si vous voyez quelqu'un qui vient, qui t'ouvre les mains, mais attends, tu sautes sur l'opportunité qui se présente, tu sautes sur l'occasion. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une forme de frustration de ces jeunes-là qui vivent dans ces localités-là. Frustration parce qu'ils se disent que nous sommes frustrés parce que l'État qui doit être là pour nous. Et pour cette question de frustration, d'opportunité, Fatou, il a donné l'exemple tout à l'heure de la question du développement. De miser d'abord sur le développement aujourd'hui dans les espaces régionaux. Il a donné l'exemple aussi du G5 Sahel. Mais est-ce que cela ne doit pas partir de la base aujourd'hui pour aller vers le haut? C'est-à-dire miser aussi sur le développement au niveau pays, au niveau État, avant d'aller à des niveaux beaucoup plus élevés, à savoir communautaire, sous-régional ou même continental. Oui, on en a parlé tout à l'heure, indiquer les causes profondes. Et parmi les causes profondes, il y a l'exclusion sociale, il y a les problèmes de pauvreté, de marginalisation professionnelle et tout. Mais il faut aussi dire que l'État et les organisations ne peuvent pas tout faire. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait un rôle à jouer venant de chacun. Et d'ailleurs, c'est là qu'intervient l'entrepreneuriat, par exemple. Les jeunes doivent comprendre aussi une chose, c'est que l'État ne peut pas fournir à tout le monde du travail, ce n'est pas possible. Il faudrait que les jeunes soient conscients du fait qu'il y a des potentiels au niveau des terroirs à exploiter. Et comment faire pour qu'ils puissent se mobiliser entre eux avec bien sûr l'appui de l'État, des organisations de financement, des ONG, de la société civile, en termes de capacitation, comme l'a dit Tine tout à l'heure, mais en termes de ressources. Et aussi que dans ces États-là, les conditions soient créées aujourd'hui pour favoriser cet entrepreneuriat-là des jeunes. Par rapport à l'exemple que vous donnez tout à l'heure aujourd'hui, donc quelle stratégie au niveau communautaire en tout cas, pour faire, puisque vous avez rappelé tout à l'heure que l'État ne peut pas tout faire également, il faut que chaque acteur y mette du sien. Aujourd'hui, quelle stratégie au niveau communautaire pour faire de ces jeunes des acteurs de développement et également des acteurs de paix? Nous avons une organisation sociétale au niveau du Sénégal, par exemple. Les collectivités territoriales ont leur rôle à jouer. Ce sont des entités qui ont des budgets, qui sont autonomes. Mais il y a aussi au niveau de chaque collectivité des ressources qui sont exploitées. Je prends l'exemple de certaines zones au niveau du Sénégal où les ressources minérales sont exploitées. Mais aujourd'hui, nous parlons de problèmes de transparence dans la gouvernance de ces ressources minérales. Ce qui veut dire que même s'il y a une volonté au niveau de ces jeunes pour mobiliser des ressources, faire quelque chose, sortir de la pauvreté, développer le terroir et tout, il y a une partition aussi que les autres devraient jouer. Et ces autres, c'est qui? C'est tout simplement ces personnes qui sont mises à des postes de responsabilité. Donc d'où l'intérêt également de la redevabilité, mais aussi surtout de la bonne gouvernance. Et j'en viens à vous, Dr Tine. Au niveau continental, il y a l'Union africaine qui s'est dotée d'un cadre pour les jeunes, la paix et la sécurité. L'objectif global étant aujourd'hui de faciliter l'engagement et la participation significative des jeunes africains dans tous les aspects de la paix et de la sécurité au niveau national, régional et continental. Que pensez-vous d'une telle initiative? En fait, les initiatives sont excellentes. Quoi qu'on dise, hein, c'est comme je disais la dernière fois, si vous prenez les textes de la CEDEAO, c'est parfait, à la limite quoi. Donc, mais c'est un problème de mise en œuvre qui se pose.
c'est des résolutions auxquelles les États signent, ratifient, parfois même ils domestiquent ces résolutions-là, mais quand il s'agit de mettre en œuvre, il y a un problème qui se pose. Donc je pense que ce n'est pas, maintenant le problème, ce n'est pas les textes qui sont élaborés, auxquels nos États ont adhéré, mais c'est plutôt comment est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait une conformité entre ceux qui sont signés et ceux qui sont en train de mettre en œuvre. Ça veut dire que c'est une politique de la jeunesse qui est en faillite dans ces pays-là. Si l'État dit que, ok, je suis d'accord qu'on prenne en compte les jeunes, alors que dans les instances de prise de décision, tu vois, sur la scène nationale, le plus jeune député a 40 ans, alors que c'est une instance de prise de décision. Comment est-ce qu'on peut prendre les décisions des jeunes? Parce que, comme on dit, tout ce qui se fait pour moi, sans moi, se fait contre moi. On ne peut pas prendre des adultes ou bien des vieux qui prennent des décisions à la place. Davantage impliquer la jeunesse par rapport à la prévention de l'extrémisme violent. En seconde partie du débrief, il sera question de parler de la diplomatie et quelle place également face à la menace terroriste. Le développement, c'est tout de suite. De retour pour la seconde et dernière partie du débrief. Fatou Fall, quel rôle selon vous de la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme? Alors, quand vous parlez de coopération internationale, ça fait appel à plusieurs mécanismes, ça fait appel aussi à plusieurs acteurs dans la lutte contre le terrorisme. Nous avons les États, nous avons les organisations régionales, sous-régionales, les acteurs de la société civile, les ONG, pour ne citer que ceux-là. Mais nous avons aussi les diplomates qui jouent un rôle très important dans cette facilitation au niveau de la coopération internationale, parce qu'il faut le dire, Boutros Ghali disait que la diplomatie préventive est tout simplement une action qui permet d'éviter les disputes entre les parties, d'éviter aussi que ces disputes se transforment en conflits et de limiter les effets en cas de conflit. Or, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière de terrorisme, nous avons tellement d'acteurs, tellement de stratégies qui sont déployées en Afrique pour pouvoir endiguer ce phénomène qui crée beaucoup de ravages au niveau du territoire. Et nous avons cette sorte de paradoxe dans la mesure où cette diplomatie constitue aussi un outil de mise en œuvre de la politique étrangère des États. Or, qui parle de politique étrangère des États parle de défense des intérêts nationaux. Et pour ce qui est de cette question-là, on a noté depuis quelque temps également pas mal d'incidents, en tout cas diplomatiques et de problèmes, surtout dans cette zone Sahel, avec la France et d'anciens partenaires comme le Mali aujourd'hui. Il y a également quelques jours aussi, nous avions noté, ou bien quelques semaines, au niveau aujourd'hui du Burkina également, qui dit avoir arrêté 2 Français accusés d'espionnage et expulsés du pays déjà. Quelle analyse faites-vous aussi de cette situation entre la France et ses partenaires-là? Alors pour moi, tout part des accords de défense qui ont été signés entre ces États. Parce que lorsque vous négociez des accords de défense et de sécurité sans pour autant qu'au niveau des États africains, que tous les enjeux soient pris en compte, c'est ce qui produit des situations qui ressemblent à une sorte de violation en quelque sorte de la souveraineté des États africains. Beaucoup d'interventions tournent autour de cela. On fustige souvent la violation de la souveraineté des États sans pour autant regarder ce qui est au niveau des accords de défense qui en réalité ne reflètent qu'un accord marqué par l'État africain lui-même par rapport à certaines interventions de ces États étrangers au niveau des territoires africains. Mais aussi des États africains qui ont connu des changements. Pour le cas des pays cités aujourd'hui, c'est des transitions militaires qui sont en place. Aujourd'hui, dans un État également, les hommes partent, les institutions demeurent. Mais est-ce que également ces accords ne peuvent pas être revus selon les intérêts de ces États-là et également les intérêts aussi des armées de ces États, puisque aussi l'armée a un rôle à jouer dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme? Oui, tout à fait. Parce qu'au niveau d'un État, les dirigeants qui sont au pouvoir au moment des faits sont censés protéger les intérêts nationaux et vitaux et stratégiques de leur État. Donc dire que les accords ne peuvent pas être révisés, pour moi, ça relève de l'aberration, puisqu'il s'agit, dans un premier cas, de protéger les intérêts vitaux de la nation.
Et docteur Tine, pour cette question aujourd'hui de la souveraineté, comment en tout cas préserver cette question de la souveraineté tout en développant aussi davantage cette coopération internationale? Là, Fatou l'a rappelé tout à l'heure, il y a pas mal d'accords qui lient nos pays également à d'autres États occidentaux. Mais comment veiller à respecter ce caractère souverain des États, surtout pour ce qui est de la question de la défense et de la sécurité de son territoire, face à la menace terroriste également? Moi, je suis de ceux qui croient qu'il n'y a aucun pays à lui seul qui peut lutter contre l'extrémisme violent. Ça, c'est une chose. Mais d'autres choses aussi, il faut savoir aussi les accords que nous sommes en train de lier avec ces pays-là. Je pense que la France, que ce soit la France, la Russie, les États-Unis, je pense que parfois j'ai l'habitude de dire que c'est en 1945 la dernière fois qu'ils ont gagné une guerre. Que ce soit au Vietnam avec les États-Unis, que ce soit en Somalie avec les États-Unis, au Cambodge avec la France, en Afghanistan, en Irak, en Libye. Ils ont fait du n'importe quoi. Je m'excuse du terme. Ça veut dire que ces pays-là n'ont jamais gagné une guerre. Maintenant, c'est sur ces pays-là que les Africains comptent sur le plan diplomatique pour gagner la guerre, la lutte contre l'extrémisme violent au Sahel. Il y a un problème qui se pose. Et je pense que aussi, sur le plan diplomatique, il faut aussi prendre en compte aussi les intérêts de chaque pays. C'est important de le dire. Dans la mesure où, je pense qu'entre 10 ans, si on compare donc le Sahel en 10 ans, en quelques mois, l'Occident a mis 10 fois plus d'argent en Ukraine qu'en 10 ans au Sahel. Mais là également, la question des intérêts se pose. Vous l'avez dit tout à l'heure, la question des intérêts se pose. Est-ce que les mêmes intérêts en Ukraine sont les mêmes dans le Sahel ou bien sur le continent africain? Maintenant, il faut savoir maintenant c'est quoi la priorité de l'Occident. C'est quoi la priorité de l'Occident? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt se demander c'est quoi la priorité de nos États africains? Exactement. Maintenant c'est en fonction des priorités de l'Occident maintenant qu'on doit savoir nos priorités. Parce qu'en fait, la priorité de l'Occident, ce n'est pas vraiment le Sahel. Le Sahel, l'Occident n'est pas directement menacé au Sahel, alors qu'il est directement menacé en Ukraine. Donc ça c'est une réalité. La deuxième chose, c'est que je pense que les coopérations militaires sont importantes. Mais ce n'est pas parce que c'est une coopération militaire qu'on doit tout accepter. Que ce soit Wagner, que ce soit Barkhane ou bien Takuba et autres. Je crois que toutes les forces sont des forces étrangères qui sont là sur le plan géostratégique pour leur propre intérêt. Ça aussi, il faut le savoir. Heureusement que les Africains commencent à avoir vraiment donc, un œil éveillé par rapport à la situation-là et commencent à dire non. Je pense qu'au fil, c'est un peu la posture des militaires est différente de la posture des politiques. Je pense que le discours que, par exemple, aujourd'hui, les gouvernements de transition, les putschistes au Mali, au Burkina sont en train de mener vis-à-vis de l'Occident, elle est différente des postures qu'avaient les politiques vis-à-vis de ces Occidentaux-là. Parce qu'il y avait des intérêts peut-être qu'ils défendaient, alors que ces putschistes-là ne sont pas ces intérêts-là. Je pense que la souveraineté nationale, c'est quelque chose qui n'est pas négociable. Mais donc, comment veiller au respect même de ce principe-là de souveraineté, surtout dans le cadre des accords qui lient aujourd'hui ces États africains à leurs partenaires étrangers? Si on se rappelle en 2012, quand la CEDEAO voulait intervenir au Mali, ils voulaient intervenir sur 3 phases. Donc, ils avaient dit que la première phase serait d'arrêter l'avancée des terroristes. La deuxième phase serait un peu protéger les institutions maliennes. Et la troisième phase serait d'aller vers le nord et de lutter contre l'extrémisme violent. Les Maliens ont dit non. Les institutions maliennes doivent être dépendues par l'armée malienne. C'est un peu la même chose qui se passe un peu même si ce n'est pas dans le cas de l'extrémisme violent, hein, c'est à peu près la même chose qui se passe en Gambie actuellement. C'est l'armée sénégalaise qui défend Adama Barrow depuis son élection il y a 5 ans. Je pense que ça, l'armée gambienne, même si elle a raison de le dire parce que en fait, c'est des militaires qui sont toujours fidèles à Yahya Jammeh, il y a une raison de le faire. C'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre. Mais c'est également une chose faite sous la bannière aussi de la CEDEAO. Ce n'est pas juste le Sénégal qui s'élève en tant qu'État qui dit que je vais assurer la sécurité d'un président aujourd'hui dans notre pays. C'est également fait sous la bannière de la CEDEAO aujourd'hui. Et c'était par rapport à la situation qu'il y avait dans le pays. Et actuellement aussi, c'est ce groupe, en tout cas ce détachement du groupe d'intervention de la gendarmerie, à savoir le GIGN, forme également d'autres éléments des forces armées gambiennes pour assurer la relève progressivement et gérer la sécurité du président gambien. Aujourd'hui, j'en viens à vous, Fatou. Aujourd'hui, pour ce qui est de cette lutte contre le terrorisme et ses causes, cela constitue aussi un défi pour les États qui doivent aujourd'hui l'assumer en commun. Puisque vous venez de le rappeler tout à l'heure, Tine, aucun État à lui tout seul ne peut faire face aujourd'hui à cette menace terroriste. Comment donc renforcer aujourd'hui cette coopération, surtout sur le plan militaire d'abord, ensuite et diplomatique entre ces États du Nord et ces États du Sud, tout en veillant à ce caractère souverain aujourd'hui, au respect de ce caractère souverain de ces États?
Alors, avant tout, si vous le permettez, j'aimerais revenir sur ce que Latyr a dit tout à l'heure à un moment. Il a dit qu'il faudrait qu'on voit quelles sont les priorités de l'Occident pour que les États africains puissent voir leurs priorités. Moi, je dis non, parce que nos États, ce sont des États souverains, ce sont des États indépendants et qui doivent définir leurs priorités, non pas par rapport à ceux de l'Occident ou à ceux d'autres parties du monde, mais par rapport aux objectifs de développement du continent, par rapport à tout ce qui a trait à la défense et à la sécurité et à la préservation des intérêts d'une manière globale des États africains. Et pour venir à votre question, ce que j'aimerais dire par rapport à cela, c'est que il est difficile pour une coopération d'être effective lorsqu'il n'y a pas de collaboration dans l'échange des données. Si vous regardez, nous ne pouvons pas parler de bases de données réellement solides au niveau des États africains. Et ça pose problème. Lorsqu'il n'y a pas, c'est-à-dire lorsque la recherche scientifique n'est pas mise à contribution, je prends l'exemple de l'intelligence artificielle qui aurait pu être mise à profit. Et pour moi, elle n'est pas du tout mise à profit sur le continent africain parce qu'elle pourrait servir déjà à mobiliser toutes les données concernant le milieu de la défense et la sécurité. Est-ce que la déclaration de New Delhi en octobre dernier, en octobre 2022, ne peut pas constituer également un bon début dans ce contexte-là? Oui, tout à fait. C'est-à-dire, comme Latyr l'a dit tout à l'heure à un moment, il y a beaucoup d'initiatives. Elles sont excellentes, les initiatives. Mais dans la mise en œuvre, ça pose problème. Et pourquoi ça pose problème? Parce que tout simplement, les ressources humaines qualifiées qui devraient plutôt effectuer cette mise en œuvre ne sont pas forcément là partout. Ça, il faut le dire, il faut le reconnaître. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous ne faisons pas assez d'efforts pour capaciter les équipes. Troisièmement, il y a quand même dans cette histoire une bataille d'intérêts crypto-personnels, qu'on l'admette ou pas. Il y a des questions de positionnement, aussi bien au niveau des individus qu'au niveau des organisations, qu'au niveau même des États, parce que quand vous regardez le fonctionnement de l'Union africaine, vous vous posez beaucoup de questions. Pourquoi l'Union africaine, jusqu'à ce jour, peine à mettre en œuvre tout simplement ses politiques et ses stratégies, si réellement cette vision, c'est une vision commune appartenant à un continent? Mais est-ce que également la question des moyens ne se pose pas pour le cas de l'Union africaine que vous venez de donner tout à l'heure, puisque pour la plupart, en tout cas, des mécanismes déroulés ou bien des projets et programmes déroulés également, on note un important financement, même si les États contribuent, on note un important financement des partenaires étrangers, qu'ils soient des partenaires occidentaux, américains ou chinois. Vous savez, cette question va faire appel à beaucoup d'autres questions, dans la mesure où on parle encore de questions de souveraineté, d'indépendance. La souveraineté s'exprime à plusieurs niveaux. Lorsque vous avez un continent comme l'Afrique qui regorge de ressources naturelles, qui est le cœur du monde, si je peux m'exprimer ainsi, en termes de ressources naturelles, et qui se permet de recevoir des dotations pour le fonctionnement d'une Union africaine, moi, ça me pose problème. Et n'oublions pas que l'Union africaine, c'est une organisation dirigée par des individus. Et lorsqu'au niveau de ces personnes, le leadership stratégique pose problème, il est évident que nous allons continuer à reposer sur un système de dotation. En réalité, pour moi, les efforts que nous devrions faire réellement pour bénéficier de l'exploitation de nos ressources naturelles ne sont pas encore réellement effectués. C'est la raison pour laquelle je vous dis que cette question fait appel à beaucoup d'autres questions, notamment en matière d'indépendance économique, financière, par rapport à la monnaie, par rapport à l'exploitation de nos ressources naturelles, par rapport à la plus-value que l'on devrait tirer concernant tout ce qu'on a comme potentiel au niveau du continent africain. Et Latyr, on ne peut pas départir cette question des ressources naturelles aujourd'hui de la diplomatie, puisque pour leur exploitation également, ce sont des accords qui lient nos États à d'autres partenaires étrangers. Mais comment aujourd'hui arriver à faire de ces ressources naturelles, en tout cas des moteurs ou des leviers de développement aujourd'hui pour le continent africain et ne plus dépendre de ces prêts et dons aujourd'hui venant de partenaires étrangers, ce qui est de nos communautés économiques régionales et même de l'instance continentale qu'est l'Union africaine? En fait, je suis de ceux qui pensent que quand j'entends dire l'Afrique est pauvre, l'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique est sous-développée. L'Afrique est le continent le plus riche au monde. Donc je pense qu'on a une main-d'œuvre massive, c'est la jeunesse. On a des sols extrêmement riches, mais on a un leadership qui pose problème.
De ce fait, je pense que... Mais est-ce qu'on peut limiter seulement ça au leadership? De 1960, la date d'indépendance de certains États, à nos jours, en 2023 aujourd'hui, est-ce qu'on peut limiter ça aujourd'hui à juste une question de leadership ou bien un problème de leadership? Il y a à peu près 45 ans ou bien 50 ans, Dubaï était pratiquement un désert. Aujourd'hui, Dubaï est un Eldorado entre guillemets. Ils ont le pétrole, c'est un leadership. Ils ont su exploiter les ressources naturelles et en faire bon profit. Je crois que c'est une question de leadership aussi qui se pose. Et je pense que si vous prenez le Rwanda, je pense que le gars n'est pas blanc comme neige. Mais c'est à cause de son leadership, c'est grâce à son leadership que maintenant que le Rwanda est cité en exemple. Même si sur la question politique, il est en tout cas, c'est un exemple aujourd'hui en Afrique. Je pense que ça c'est une réalité. Je pense que si, par exemple, vous prenez un pays comme le Congo, extrêmement riche, mais qui ne peut pas s'en sortir, il y a un problème qui se pose. Et c'est comme ce qu'on appelle le malheur du pétrole. Ce n'est pas un hasard en Afrique. Tous les pays où il y a le pétrole, il y a des conflits qui naissent là-bas. Parfois même, ils disent que c'est l'Occident qui instrumentalise les conflits là pour pouvoir avoir la même mise sur ces mais au lieu de toujours accuser l'autre comme on le fait sur le continent, est-ce qu'il ne faudrait pas également revoir la façon de nos gouvernants, en tout cas, de gérer ces ressources? Déjà, pour la plupart de ces localités que vous avez citées aujourd'hui, c'est des localités qui regorgent d'énormes ressources naturelles et extractives, mais pourtant, ce sont des localités où les populations aujourd'hui vivent souvent dans la pauvreté ou bien même dans l'extrême pauvreté. On voit dans certains pays où l'on exploite du pétrole, les populations n'ont même pas accès aujourd'hui à l'électricité. Et pourtant, à côté, à quelques kilomètres de leur localité, sont exploitées d'importantes quantités de pétrole qui représentent aujourd'hui d'importantes mannes financières. En fait, parfois, tout à l'heure, on a parlé du terrorisme. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, par exemple, si vous prenez la zone de Kédougou, si vous prenez le delta du Niger au Nigeria, c'est une zone où pratiquement plus de 80% de la richesse du Nigeria est exploitée et où les populations vivent avec moins de $1 par jour. C'est vraiment au-dessus du seuil de pauvreté. Ça, c'est un problème qui se pose, c'est un problème légitime. Parfois, ce que les terroristes font, on l'a abordé lors de la première partie, ils viennent dans une zone, nous sommes dans cette zone-là, on voit des gisements qui sont là, on voit des accords qui sont signés avec des Chinois, avec des Russes, avec des Français, qui viennent implanter leur matériel extraordinaire d'exploiter. Et nous vivons dans l'extrême pauvreté, tout en sachant que ça, c'est des choses qu'ils ont exploitées au niveau de notre zone. Les terroristes viennent parce qu'en fait, il y a deux modes opératoires. Je m'excuse, je vais un peu revenir sur la première partie. Il y a deux modes opératoires des terroristes. Un peu, Al-Qaïda et État islamique opèrent de deux façons différentes. Al-Qaïda, ce qu'il fait, c'est qu'il prend ses ressources de la population où il vit. Mais État islamique, il prend les ressources naturelles qui sont dans la zone, il les exploite et il en fasse bénéficier la population. C'est la raison pour laquelle, d'une part aussi, les populations sont plus réceptives par rapport à ces gens-là. Si l'État exploite avec des coopérations, avec des entreprises, des multinationales, les populations n'en bénéficient pas. Mais si c'est les touristes qui exploitent ces ressources-là, les populations en bénéficient. Donc ce qui fait que les populations-là vont préférer même que les touristes soient là plutôt que l'État soit là. Donc je pense que c'est un problème de leadership et de management de nos États-là qui fait qu'on n'arrive pas tant bien que mal à vraiment s'en sortir par rapport à ces ressources-là. D'où la nécessité surtout de renforcer la présence de l'État et également la façon de gérer ces ressources dans ces localités-là. Fatou, face à la lutte contre le terrorisme et le crime organisé ou encore la cybersécurité, aujourd'hui, comment aujourd'hui davantage renforcer ce principe de la sécurité mondiale face aujourd'hui à toutes ces choses-là dont on fait face, que ce soit la cybersécurité, le terrorisme, le crime organisé et j'en passe? Pour moi, tout cela renvoie à la maîtrise de l'information. Un État ou des États sur un continent qui ne maîtrisent pas l'information ne sont pas capables de prévoir. Et pour pouvoir anticiper sur une menace... Faites-vous allusion aux renseignements parlant de la maîtrise de l'information? Oui, je fais allusion aux renseignements, je fais allusion à la coopération effective qui devrait exister entre les systèmes de renseignement. Je parle aussi par rapport à la dotation des services de recherche en termes d'outils leur permettant de recueillir l'information, de la centraliser, de la traiter et de pouvoir faire des prévisions à temps. Je parle aussi du développement de la recherche scientifique dans nos États. Je parle aussi de l'intelligence artificielle que l'on néglige et qui est en réalité une porte de sortie pour cette gestion de l'information à temps. Que l'on veuille l'entendre ou pas, aujourd'hui, ce ne sont pas les humains qui ont des capacités de gérer toutes ces informations. Non, il y a des systèmes informatiques
qui sont là pour ça et nos États doivent investir dans la recherche, qu'ils le veuillent ou non, s'ils veulent juguler toutes ces problématiques. Et pour ce qui est de la recherche aujourd'hui, comment renforcer en tout cas cette collaboration entre les think tanks qui travaillent sur ces questions, les centres de recherche, les scientifiques également et les forces de défense et de sécurité, surtout pour ce qui est de la question de la recherche et de la gestion de l'information, comme vous venez de le dire tout à l'heure? Oui, il faut le dire, les think tanks collaborent beaucoup. Ça, c'est une réalité parce qu'ils organisent beaucoup de sessions d'échanges, de rencontres, de forats et autres. Mais pour moi, il faudrait toujours aller dans le sens du renforcement et toujours associer les forces de défense et de sécurité, mais aussi essayer d'avoir des bases de données beaucoup plus performantes. Cela permettrait à tout un chacun de tirer des exemples à partir des expériences qui sont mises en œuvre un peu partout sur le continent africain, parce qu'il y a des efforts qui sont là, tout n'est pas mauvais. Il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis, mais pour moi, il n'y a pas encore cette synergie qu'il faudrait entre ces acteurs multiples qui évoluent dans une sphère où tout simplement la complexité des menaces ne cesse de grandir. Et pour la question de l'intelligence artificielle, Dr Tine, est-ce que ce n'est pas également une opportunité pour ces pays, en tout cas du Sud ou bien ces pays africains aujourd'hui, de davantage renforcer des collaborations aussi dans ce sens, puisque d'autres pays occidentaux, américains ou autres également, sont très en avance sur ces questions et ont beaucoup misé aussi dans la recherche sur ces questions liées à l'intelligence artificielle? Je pense que la sécurité n'a pas un prix, mais ça a un coût quand même. Je pense qu'on ne peut pas continuer à quémander vraiment donc, à l'Occident si on veut assurer notre propre sécurité. Là, je parlais plutôt de collaboration et non compter sur ces pays-là par rapport à ça. C'est là où je voulais en venir. Parce qu'en fait, il faut regarder aussi la forme de collaboration que nous avons avec eux. Ça c'est important. En fait, nous n'avons peut-être pas une technologie assez avancée pour pouvoir faire face à ces menaces-là, mais en fait, cela ne coûte que de l'argent. Aujourd'hui, certains États du Sahel, nos pays également regorgent de beaucoup de jeunes génies informatiques et de beaucoup de jeunes spécialistes de ces questions-là d'intelligence artificielle. C'est là où je veux en venir. Au fait, aujourd'hui, par exemple, les États investissent parfois 20% de leur budget dans les armées. Les armées qui ont plus ou moins monté leurs limites. Je pense que le tout militaire a monté ses limites et ses faiblesses dans l'extrême violent. Maintenant, il va falloir maintenant changer de stratégie, changer d'approche. Si entre 2012 et maintenant, on a mis plus d'argent au Sahel, on a plus de groupes armés au Sahel, plus de groupes armés, de forces armées au Sahel. Et on se retrouve avec plus de victimes, avec plus de zones des groupes terroristes, avec plus de groupes terroristes. Au début, c'était 4 groupes terroristes, aujourd'hui, une dizaine de groupes terroristes. Il y a un problème qui se pose, c'est un problème de stratégie. Maintenant, est-ce qu'il faut continuer à... Comme le Burkina, par exemple, actuellement, à peu près 40% du territoire est contrôlé par des groupes terroristes. Oui, qu'est-ce qu'on dit du Burkina? On dit qu'avant, c'est Blaise Compaoré qui collaborait avec les terroristes, qui leur donnait de l'argent régulièrement, c'est pour qu'ils n'attaquent pas les pays. Et après, Roch a révisé, c'est pourquoi... Bon, en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Dans tous les cas, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir maintenant qu'on change de stratégie. Est-ce qu'il ne faudrait pas maintenant investir dans le renseignement? Parce que si on veut vraiment prévenir, il faudra... Parce que ce qui se passe maintenant, c'est que on n'est pas dans la prévention, on est dans la résolution ou bien dans la lutte. Par exemple, quand on est en train de régler un problème par rapport à une stratégie des groupes terroristes, ils sont en train de penser à une autre stratégie. Et le temps de trouver une solution par rapport à cette stratégie, ils sont toujours en avance sur les mécanismes que nous mettons en place, les stratégies que nous mettons en place pour lutter contre l'extrémisme violent. Maintenant, il va falloir penser comme eux, ou bien penser même en avance sur eux. Et ça, il va falloir investir dans la formation, surtout des militaires, avoir vraiment donc, des outils qui nous permettent donc, d'avoir des renseignements à temps et investir sur l'intelligence artificielle, de pouvoir... Parce que ce qui se passe parfois, c'est bizarre. Parfois, il y a des menaces qui se passent au Sénégal et c'est à partir des États-Unis qu'on reçoit l'information qu'il y a des menaces qui se posent sur le Sénégal. Et Fatou, si on reste Fatou, sur cette question du renseignement, qu'en est-il aujourd'hui de la place du continent dans le renforcement de cette solidarité mondiale sur le plan sécuritaire, surtout pour faire face à la menace terroriste? En fait, vous voulez dire par rapport à la coopération? Par rapport à la coopération, mais surtout la place aujourd'hui de nos États, la place du continent africain, de nos États pris globalement. Oui, vous savez, lorsque votre Internet déjà vient d'ailleurs, les applications que vous utilisez viennent d'ailleurs, c'est-à-dire votre environnement numérique est contrôlé. Déjà, ça, c'est un problème parce que Latir l'a dit tout à l'heure, nous recevons des informations qui viennent d'ailleurs et qui ne viennent pas de nos propres moyens technologiques
il y a toujours cette avance que les autres ont sur nous, malheureusement, et que nous n'essayons pas de contrecarrer. Ça va mettre du temps, parce que si on regarde la dynamique de nos dirigeants au niveau des États africains, c'est comme si les technologies sont quasiment orientées vers tout ce qui est finance, économie. Moi, c'est plutôt cette impression que j'ai. Et par rapport à la défense et à la sécurité, il l'a dit tantôt, c'est un investissement immense par rapport à l'acquisition des armes et tout ça. Oui, il le faut. Il faut s'armer, il faut se préparer par rapport à toute éventualité. Mais et comment contrecarrer cette tendance que vous êtes en train de développer? Comment contrecarrer aujourd'hui cette tendance par nos États? Pour moi, il faudrait faire en sorte que les dirigeants prennent plus conscience des enjeux, parce que j'ai l'impression qu'ils sont un peu perdus dans la manière de faire. Ils ne savent pas trop dans quel sens aller. Et c'est là que les organisations de recherche, la société civile, les ONG ont leur rôle à jouer, c'est-à-dire faire des études concrètes et communiquer avec ces dirigeants qui sont au niveau de ces postes de responsabilité pour qu'ils puissent mieux voir comment peaufiner des stratégies qui marchent. Et Dr Tine, selon le Conseil de sécurité de l'ONU, la lutte contre le terrorisme en Afrique passe par la responsabilité des États et l'appui de la communauté internationale. Déjà, quelle lecture faites-vous de cette responsabilité des États, surtout face à la menace, puisque tout à l'heure, vous avez dénoncé en tout cas le caractère de nos collaborations. Donc aujourd'hui, quelle lecture faites-vous de la responsabilité de nos États face à cette collaboration pour la lutte contre le terrorisme? Et je pense que quand tu vis dans un quartier, et que tu as des amis ici à Dakar, tu as des amis qui sont à Kédougou, je crois qu'il faut plus d'abord compter sur les amis qui habitent autour de toi. Je pense que c'est la stratégie que devait appliquer un peu donc, les pays africains. Je pense que la collaboration doit être d'abord une collaboration africaine. Parce que dans les règles renforcer d'abord une diplomatie de bon voisinage. Exactement. Parce que parfois, vous voyez des pays africains qui ont des coopérations militaires beaucoup plus solides entre ces pays et l'Occident, la France, plutôt qu'entre ces pays frontaliers eux-mêmes. Donc il y a le problème là qui se pose. Et aussi la CEDEAO aussi doit vraiment jouer ce rôle-là. Donc je pense que c'est là où on attend la CEDEAO. Plutôt que de sanctionner des États, plutôt que de dénigrer des putschistes et autres, je pense que c'est dans la coopération militaire que ça doit se tuer. Et maintenant, tout dans la coopération, il y a un problème qui se pose. Le CSC Sahel, ça a été une très bonne idée au début. Mais il y a eu une influence de l'Occident, une influence négative de l'Occident, qui un peu est en train de contrecarrer un peu les stratégies qui sont mises en œuvre. Renforcer aujourd'hui la coopération entre États africains, plus d'efficacité des communautés économiques régionales, mais aussi de l'instance continentale qui est l'Union africaine. Nous en sommes malheureusement à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions Dr Latir Tine, vous êtes chercheur en paix et sécurité. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci également à Madame Fatou Fall, analyste défense et sécurité. Toujours un plaisir également de partager le plateau avec vous. C'est encore un plaisir pour moi d'être là sur le plateau de Medi 1 TV et nous remercions tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Merci également à vous tous. Merci également aux collègues de la régie. Merci à vous tous qui nous suivez. Très bonne suite de programme sur nos antennes.